Dans Trudeau-Landry, nous avons élevé nos standards. On a ajouté Catherine. Midi 24 de retour dans Trudeau-Landry, 25-226. Si vous voulez nous rejoindre par messagerie texte, 670-9330, c'est le numéro de téléphone s'il y a quoi que ce soit à signaler. Et je vous redonne la façon de nous voir aussi sur Twitch FM 93 Québec, surtout quand on a un invité de marque. Qui n'en est pas à son premier passage ici. Quand elle vient dans la région de Québec, son équipe nous fait signe. On est toujours bien content de recevoir le chef de l'opposition officielle à la Chambre des communes. Qui sait, peut-être futur premier ministre du Canada et chef du Parti conservateur du Canada, M. Pierre Poilievre, qui est en studio avec nous. M. Poilievre, bonjour. Merci de l'invitation. Qu'est-ce qui vous amène cette fois-ci au Québec? Je sais que vous étiez du côté de Montréal hier, vous êtes à Québec aujourd'hui. Vous passez quand même pas mal de temps au Québec. Oui, absolument. C'est Pierre Paulus qui m'amène ici. Mon nom pour le Québec, il est toujours en train de me dire que je dois être à la capitale nationale. Donc, je suis ici pour écouter les travailleurs. On va visiter quelques petites entreprises et côtoyer et rencontrer des gens pour écouter leurs préoccupations et partager notre message. On veut vraiment rétablir la promesse de notre pays encore où travail fort engendre un grand chèque de paye qui permette d'acheter de nourriture, de logements abordables dans les communautés sécuritaires. Et c'est ça le message que nous partageons aujourd'hui. Comment vous allez faire pour bloquer le Bloc? Est-ce que vous allez revoir un peu votre stratégie? Parce que le Bloc libéral, je pense que la ligne n'a pas tant bien fonctionné. Je regardais les derniers sondages. Ils font pas grand-chose, le Bloc. Ils sont encore en tête, clairement, au Québec. Allez-vous laisser tomber ça, l'histoire du Bloc libéral? Allez-vous un peu revoir vos attaques envers ce parti-là? Là? Je le dis pas parce que c'est bon dans les sondages, mais parce que c'est vrai. À part, tout le monde pense que le Bloc et les libéraux sont totalement contraires l'un de l'autre. Mais si on met à côté la question de souveraineté, parce que le Bloc ne peut jamais déclencher un référendum, et il n'y a pas de référendum actuel, le Bloc et les libéraux sont d'accord sur tout. Le Bloc a voté pour 500 milliards de dollars de dépenses inflationnistes, centralisatrices, bureaucratiques de Justin Trudeau. Ils ont voté pour l'augmentation dans le taxe sur les gains en capital. Ils ont voté pour donner le contrat à Rivcan. Ils ont voté pour la libération automatique des criminels dans nos rues qui causent le chaos à travers le Canada. Donc, et ils ont voté pour garder Justin Trudeau au pouvoir. C'est intéressant que les députés libéraux n'ont pas de confiance en Justin Trudeau, mais Yves-François Blanchet a de confiance en Trudeau. Mais il y a quand même deux différences qui sont fondamentales. Évidemment, la raison d'être du Bloc qui est la souveraineté. Puis il y a le respect des compétences du Québec aussi. Je pense que le Bloc n'a jamais applaudi l'empiètement avec les gros sabots libéraux dans les compétences du Québec, là. Mais ils ont voté pour ces empiètements. Il a voté pour agrandir l'État fédéral. Il vote pour... quand je parle des 500 milliards de dollars de dépenses, c'est pas pour les transferts en santé ni les pensions de vieillesse, c'est pour financer la bureaucratie, les crédits budgétaires. Donc, le Bloc a voté pour la plus grande expansion dans notre bureaucratie dans l'histoire du pays. Il a voté pour engager un autre 100 000 fonctionnaires. Ça prend des votes à la Chambre. Les premiers ne peuvent pas engager les fonctionnaires sans des votes à la Chambre des communes. Et le Bloc a toujours voté pour un gouvernement fédéral plus large et plus grand. Et c'est ironique. Parce que le Bloc est soi-disant souverainiste, mais en réalité, il est plutôt sociodémocrate, ce qui prend un plus grand État. Je peux comprendre pourquoi le PQ veut un plus grand État à Québec, mais avoir un plus grand État à Ottawa en tant que souverainiste québécois, ça fonctionne pas. Donc, c'est une contradiction interne. Nous, les conservateurs, nous sommes le seul parti qui veut geler les dépenses, équilibrer le budget, couper les taxes et impôts, rendre le travail payant encore, enlever le paperasse pour nos entrepreneurs. Nous voulons la souveraineté pour les portefeuilles des Québécois. Oui. Allez-vous geler l'immigration aussi? Parce que je vous le dis, là, l'enjeu au Québec, là, quand on suit la politique, c'est beaucoup l'immigration. Le premier ministre Legault fait une sortie en France il y a 2 semaines en disant on devrait en envoyer dans les autres provinces. Pas sûr que ça se fait, mais on vous a pas beaucoup entendu là-dessus, M. Poilievre. Est-ce qu'il y a trop d'immigration? Est-ce que les portes sont trop ouvertes actuellement au Canada? Oui. Il n'y a pas de question là-dessus. Il y a eu une augmentation de 300% en 2 ans dans le nombre de personnes qui entrent dans le Canada. On augmente notre population 3 fois plus rapidement qu'on augmente l'offre de logement. Donc, on bâtit à peu près 1,3% de notre stock de logement chaque année.
mais on augmente la population de 3 %. On se demande pourquoi on a une pénurie de logements. Ouais. C'est bien clair. On doit réduire les chiffres. On doit éliminer la fraude dans le programme des étudiants internationaux, les travailleurs temporaires étrangers et aussi les réfugiés, les faux réfugiés. Parce qu'on sait que le taux de réjection est très élevé parce que souvent les gens viennent ici, ils ne sont pas des vrais réfugiés, mais on doit payer leurs factures, leur nourrir, les soigner pendant 7-8 ans. Il faut éliminer la fraude et retourner au système de l'immigration qui était le meilleur au monde pendant 150 ans ici au Canada. Mm-hmm. Quand François Legault, qui vous a donné un appui tacite là, en invitant le Bloc à défaire le Parti libéral, je sais qu'il ne le dit pas comme ça, mais il vous donne tacitement un appui. Quand il dit on doit déplacer de façon obligatoire 80 000 demandeurs d'asile qui sont déjà au Québec, dans certains cas depuis des mois, avec famille et tout ça. Moi, j'appelle ça carrément une déportation provinciale. Est-ce qu'il trouverait une oreille attentive chez vous? Premièrement, il faut arrêter de blâmer M. Legault pour les problèmes que Justin Trudeau a causés. C'est pas M. Legault qui a fait ce problème d'inviter 600 000 personnes sans aucun plan pour les soigner, les nourrir, les loger. C'est Justin Trudeau. C'est lui qui contrôle les frontières ou qui ne les contrôle pas. Je pense que M. Legault, il est désespéré. Il veut savoir qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je vais payer les factures des Québécois avec ce problème que Trudeau m'a donné. Malheureusement, à travers le Canada, c'est la même chose. En Ontario, c'est le chaos total. Mm-hmm. Le chaos total. J'ai parlé à une famille qui est immigrante depuis 50 ans ici au Canada. La vieille dame dit qu'elle a peur de quitter la maison à Brampton parce qu'il y a tellement de criminalité. Et il y a des maisons. J'ai fait la porte-à-porte l'autre jour. Il y a des maisons où il y a 15 étudiants qui vivent dans la même maison. Et dans les communautés qui étaient auparavant pour des familles. Parce que là, vous faites le lien entre immigration et criminalité, là. C'est ce que vous avez affirmé un peu, là. Cette famille m'a affirmé le problème que dans leur communauté, il y a des gens qui sont désespérés, ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas capables de payer leurs factures. Donc, évidemment, cette situation cause de problèmes à travers le Canada. Donc, pas juste au Québec. Baisser l'immigration pourrait permettre de contrôler le crime un peu mieux, là. Contrôler les crimes, il y a une autre façon de contrôler les crimes. Mm-hmm. C'est de mettre fin au système de libération automatique qu'on voit que, en fait, le Bloc a voté pour, qui permettent les mêmes criminels d'être libérés sous caution ou à leur maison, des peines Netflix qui ont causé l'explosion en crime. Donc, ce n'est pas les immigrants qui ont causé la criminalité, c'est le système de Justin Trudeau. Je reviens à la demande de François Legault. Je comprends qu'il est désespéré, puis bon, le gouvernement ne bouge pas assez, mais cette idée d'obliger, de déplacer de façon obligatoire, forcée, premièrement, est-ce que ça, à votre sens, est-ce que ça répond à la Charte des droits et libertés? Je sais pas. Moi, je crois qu'il faut trouver une façon de rétablir l'ordre à travers le Canada. Parce que le problème qu'on voit au Québec, on le voit. Évidemment, c'est pire au Québec parce que le Québec a été forcé par le gouvernement de Trudeau d'accepter beaucoup plus. Mais à travers le Canada, on voit le chaos et il faut renverser ce chaos et rétablir le meilleur système d'immigration au monde. Il faut reconnaître qu'on n'avait pas ces problèmes avant Justin Trudeau. Oui, mais on coupe de combien? Il y a 9 ans, est-ce qu'il y avait des premiers ministres qui parlaient comme ça? Non, c'était pas le cas, mais on coupe de combien si on veut avoir le meilleur système d'immigration au monde, comme vous le dites? De combien on réduit l'immigration? On va établir une formule mathématique qui fait en sorte qu'on augmente notre population moins rapidement qu'on augmente l'offre de logement. Et à peu près, on augmente l'offre de logement de à peu près 1,3, 1,4, 1,5 % par année. On ne peut pas augmenter la population plus rapidement que ça. Ça va être équivalent à l'augmentation du nombre de logements. Un peu moins, en fait. Okay. Il faut des travailleurs temporaires étrangers pour des fermiers dans le secteur agricole et certaines entreprises dans les régions où il y a le taux de chômage très, très bas.
mais il faut en effet contrôler la croissance de la population pour qu'on puisse loger, soigner et nourrir tout le monde. Est-ce que ça devrait pas être ça l'enjeu principal de l'élection? Parce que une des questions que je me pose, puis dont je veux parler avec vous, c'est pourquoi le Parti conservateur lève pas au Québec par rapport aux performances exceptionnelles que vous faites en ce moment dans les autres provinces. Bon, moi, je me questionne sur la ligne du Bloc libéral, mais il y a aussi votre message principal sur la taxe carbone, axe de taxe, c'est l'enjeu de l'élection. Je ne sais pas à quel point au Québec ça résonne, ça, puis que même ailleurs au Canada, l'immigration est peut-être pas encore même davantage un enjeu fondamental. C'est l'un des enjeux, mais c'est pas le seul enjeu. Il y a aussi le montant de taxes et d'impôts qu'on paye, ce qui punit le travail. Il y a les déficits qui ont causé une énorme inflation et ont gonflé les taux d'intérêt. Il y a le doublement du coût de logement. Ce sont des sujets qu'on aborde à travers le Canada. Et les gens commencent à reconnaître que nous sommes le seul parti qui veut réduire les dettes, les taxes, les impôts, qui veut enlever la bureaucratie pour bâtir des logements que les gens peuvent acheter, et que nous sommes le seul parti qui va mettre des criminels en prison pour protéger nos rues. Donc, il y a beaucoup d'enjeux et je pense que nous sommes le seul parti qui offre une alternative. Le dossier du tramway de Québec. Il faut qu'on vous repose la question, M. Poilievre, parce que ça a évolué un peu depuis que vous êtes venu la dernière fois. Là, il y a une entente qui a été signée avec la Caisse de dépôt. On sent que le maire de Québec veut que ça avance rapidement. En même temps, on sent qu'à Québec, le gouvernement Legault n'est pas nécessairement si chaud que ça, l'idée du tramway. Est-ce que vous maintenez votre position, c'est-à-dire que vous ne financerez pas le tramway de Québec, si vous prenez le pouvoir? Oui, je maintiens ma position là-dessus. Pas une scène. Pas une scène, parce qu'il faut choisir dans la vie. Il faut choisir. On ne peut pas avoir tout. Donc, si on dépense des milliards et des milliards pour un tramway, je pense que le calcul qu'on a fait, c'est 28 000 pour chaque famille dans la région de Québec. 28 000. Je pose la question à ceux qui écoutent aujourd'hui. Est-ce que ce projet va vous donner 28 000 de bénéfices pour votre famille? Moi, donc, c'est quoi le choix? Nous, les conservateurs, favorisons un troisième lien. Donc, l'argent qui est disponible du fédéral pour la région de la capitale nationale devrait être consacré à un troisième lien. Et c'est ça le Parti conservateur qui favorise la position que les gens dans la région veulent. Regarde, vous avez mentionné des sondages. Les sondages montrent que les gens dans la région veulent un troisième lien. Et M. Blanchette dit non au troisième lien. M. Duclos dit non au troisième lien. Ils imposent un projet sur la population que les gens n'en veulent pas, et ils bloquent un projet que les gens veulent. Mais en même temps, si je me fais l'avocat du diable, parce que je suis un fervent partisan du troisième lien, oui. Une expression anglaise qui dit « better the devil you know ». Le tramway est un projet qui est quand même plus avancé, plus ficelé que le troisième lien. La semaine dernière, le gouvernement du Québec est revenu à la charge avec une espèce d'intention, un avis d'intérêt lancé à l'international, mais on ne sait rien, le coût, les délais, on ne sait même plus si ça va être un pont ou un tunnel. Mm-hmm. C'est pas un chèque en blanc non plus que vous signez pour le gouvernement du Québec, j'imagine. Là. Il n'y a pas de chèque en blanc pour n'importe quel gouvernement à travers le Canada, que ce soit à Calgary, à Ottawa, à Halifax, à Québec. On va aussi mettre en place une obligation que le gouvernement fédéral ne va plus financer les dépassements de coûts pour aucun projet. On avait ce politique dans les années Harper, on a pu compléter 23 000 projets dans la grande récession sans financer aucun dépassement de coûts. Et ça a imposé une discipline. On doit arrêter d'accepter des dépassements de coûts. Les mères monoparentales, les petites entreprises, les aînés ne peuvent pas avoir des dépassements de coûts. Ils ont des budgets, ils les suivent. Même pour le troisième lien, il n'y aura pas de dépassement de coûts accepté. Non, pourquoi des dépassements de coûts? Dans mon comté, on a bâti un pont. L'entreprise a fait faillite, mais ils avaient été obligés d'acheter une assurance. Donc, c'est l'entreprise de l'assurance qui a payé tous les dépassements de coûts, pas les contribuables. C'est comme ça qu'on devrait gérer les finances. Les gens sont tannés de voir leur argent gaspillé avec les dépassements de coûts. Et c'est l'argent des camionneurs, des mères monoparentales. C'est l'argent de valeur qu'il faut protéger avec responsabilité. Question qui
qui me chicote. Je me doute de la réponse. Mais là, on voit que ça va encore plus mal que ça allait pour Justin Trudeau. La dernière fois, je vous avais bien fait rire en vous demandant si vous réveillez le matin en faisant une petite prière pour que Justin Trudeau reste en poste. Mais là, on voit la fronde, la mutinerie de son caucus. Je suis curieux de savoir si, mettons, le premier ministre quittait et qu'on vous demandait, est-ce que vous donnez une période de grâce au gouvernement le temps qui est un nouveau chef, est-ce que vous seriez ouvert à ça ou vous gardez l'objectif, peu importe chef intérimaire, pas chef intérimaire, on fait tomber le gouvernement? Les Canadiens ne devraient pas payer pour les problèmes du Parti libéral. M. Trudeau aurait pu quitter en juin avant l'été et permettre une course à la chefferie pendant 3 mois. Son caucus aurait pu le forcer à ce temps-là pour choisir un nouveau chef sans interrompre la gouvernance de notre pays. Mais nous sommes vraiment dans une mauvaise situation. Le double coût pour le logement. Il y a 1 sur 10 33 qui doivent aller à une banque alimentaire. Un taux de criminalité qui a augmenté de 50%. Notre économie par capita est en baisse et l'écart avec les États-Unis, c'est le pire depuis 100 ans. C'est vraiment une situation désespérante pour les citoyens. Ils ne peuvent pas attendre lorsqu'il y a un drame libéral. Ils ont besoin d'un gouvernement qui agit pour régler les problèmes. Et c'est pour ça qu'on a besoin de nouveaux gouvernements. Couper taxes et impôts, régler le budget, contrôler les dépenses, enlever la bureaucratie pour bâtir des logements. C'est des priorités urgentes. Donc, pas de période de grâce. Non, pas de... la grâce pour qui? Pour les politiciens? Ah non, mais je ne dis pas que c'est ce qu'il faudrait faire, mais j'étais curieux de savoir s'il y en a qui se demandent est-ce qu'on pourrait faire tomber le gouvernement dans une période d'instabilité? La réponse est oui. Moi, je veux de grâce pour la population. Parce qu'après 9 ans, ça va pas. Il n'y a pas beaucoup de grâce pour monsieur et madame, tout le monde. Le temps file, mais je veux vous entendre sur la question internationale. On s'en parle de temps en temps quand vous venez, mais ce serait quoi votre position, par exemple, sur la question israélienne? Croyez-vous à la solution à 2 États? Là, c'est pas passé. Bon, il n'y a pas eu d'événement majeur cette semaine. On entend peut-être une réplique d'Israël envers l'Iran. Craignez-vous que la situation dégénère et quelle serait la position du gouvernement Poilievre? 100% derrière Israël ou le droit de se défendre? Est-ce qu'ils vont trop loin? Quelle est votre position là-dessus? Moi, je crois que l'Israël a le devoir de se défendre. Comme ils le font actuellement? Oui, absolument. Ils ont besoin. Si un autre pays envoie aussi un autre peuple, traverse la frontière du Canada et tue les citoyens. Et en tant que premier ministre, je réagirais très fortement. Et c'est ce que font les Israéliens. C'est facile de juger, mais ils sont menacés chaque jour. Est-ce que je favorise un État palestinien? Oui. La question, est-ce que le Hamas favorise un État palestinien? Je pense pas, ils veulent pas d'Israël, eux autres. Ils veulent simplement éliminer Israël. Hamas avait le contrôle de Gaza sans intervention d'Israël avant le 7 octobre 2023. Il n'y avait pas d'occupation. C'était Hamas, libre de faire comme ils voulaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont engendré davantage de pauvreté, de ressentiment. Ils ont provoqué cette guerre. Et moi, je crois que l'Israël doit se défendre. Ce qui me dérange, par contre, c'est que ces problèmes maintenant sont ici au Canada. On n'a jamais vu ça. Il y a des guerres en Moyen-Orient depuis Adam et Ève, mais ça n'a pas été sur nos rues au Canada. Il y avait des gens, des musulmans, des chrétiens, des juifs qui vivaient dans les mêmes quartiers sans problème. Mais soudainement, on voit la violence, l'antisémitisme, les attaques terroristes contre les synagogues, le vandalisme sur le terre canadien. C'est inacceptable. Les gens devraient laisser à la porte leurs problèmes de l'étranger. En terminant en 30 secondes, sur l'Inde, les tensions diplomatiques qui ont augmenté encore au cours des derniers jours. 6 diplomates indiens qui ont été expulsés. L'Inde qui a répliqué en expulsant 6 diplomates canadiens. Là-dessus, est-ce que vous êtes en accord avec les démarches de Justin Trudeau, Mélanie Joly, du gouvernement en général? Je ne peux pas les contredire à ce que je comprenne les faits qu'ils ont parlé. J'ai pas d'informations pour les contredire. Et si un autre gouvernement agit pour tuer des citoyens sur la terre canadienne, c'est inacceptable. Et il faut une réaction très forte là-dessus. On entend qu'un gouvernement de l'étranger a travaillé avec des criminels pour
cibler les gens sur la terre canadienne, c'est inacceptable. Et on doit réagir pour protéger nos citoyens. Mais c'est encore un autre exemple où les problèmes de l'étranger sont maintenant sur nos terres et notre terre. Et c'est inacceptable. Encore, pourquoi est-ce qu'on nous vivons ça ici au Canada? C'est pas notre affaire. Il faut qu'on retourne à la tradition canadienne, que quand les gens arrivent au Canada, ils laissent les problèmes de l'étranger dans leur pays. Monsieur Poilievre, merci beaucoup. Merci. On revenez Merci quand beaucoup. vous voulez. Pierre Ok. Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada, midi 44 minutes. On s'arrête dans Trudeau-Landry.